Salut à tous, c'est Dueling Gentleman et bienvenue dans ce retour sur l'épisode 9 de la saison 6 de Game of Thrones. L'épisode d'aujourd'hui s'appelle La bataille des bâtards, donc ça laisse quand même peu de surprises quant à son contenu. J'espère que ça va être un épisode centré uniquement sur Jon Snow, enfin sur la bataille des bâtards en elle-même, et qu'on va pas avoir un petit tour à Port-Réal, un petit tour à Myrine, un petit tour à Vivzeg. J'en ai rien à foutre. Montrez-moi du Jon Snow, du Ramsay, du Littlefinger qui ramène ses troupes. Montrez-moi une bataille épique qui justifie la purge qu'était l'épisode précédent, s'il vous plaît, merci. Eh merde. Oui, c'est vrai qu'elle a quand même une bataille, elle aussi, à se préoccuper. Il l'a dit à Jimmy, mon frère, qui ensuite me l'a répété. Il avait dissimulé des feux grégeois sous le donjon rouge. L'hôtel de la guilde, le septuaire de Baelor. Ah, toutes les il y a principales du feu grégeois sous le donjon rouge. Il aurait brûlé jusqu'au terme Qui est là où réside Cersei. Je souhaiterais vous suggérer une toute autre approche. Bah écoute mon gars, si ça te permet d'avoir une bonne idée dans la saison, ce serait pas mal. Mon règne ne fait que commencer. Ouais. Ça fait quand même 6 saisons qu'il essaye de commencer. Hein. Enfin, ils sortent de leur tanière, ces deux-là. Il y a une rencontre pré-bataille. Mon épouse adorée, je te pardonne d'avoir déserté la garde de nuit, et je pardonne à tes soutiens félons qui m'ont trahi pour rejoindre ta sédition. Bien sûr, on y croit. Tes hommes se battront-ils pour toi quand ils sauront que tu ne te bats pas pour eux? Il est doué, très doué. Tu laisserais mourir ton petit frère parce que tu es trop fier pour te rendre? Qu'est-ce qui nous dit que vous l'avez? Mais il est pas mort, Rickon? Ils l'ont pas tué dans un épisode précédent? Ils ont tué que le loup? Si jamais Ramsay gagne, il n'est pas question pour moi de le suivre. Est-ce que tu comprends? Le pire, c'est que si elle se suicide pour pas finir avec lui, il serait capable de violer son cadavre, ce dégénéré. Je pense et je marche jusqu'à être assez loin du camp pour que personne ne m'entende chier mes tripes. Alors, bonne chiasse. Madame, C'est vrai que t'existes, toi. un conseil peut-être? Soyez victorieux. D'accord, mais encore. Ah, ils sont pile à cet endroit-là. Vous plaisantiez sur ma petite taille, si je ne m'abuse. Tiens, vous êtes arrivés là, vous. Les îles de fer ont déjà eu une femme au pouvoir? Pas plus que Westeros. Notre oncle heureux est revenu chez nous après une très longue absence. Excellente À peine réponse. rentré, il a... Lord Tyrion m'a dit que votre père était un roi épouvantable. Vous et moi avons cela en commun. Oui. Nos deux pères furent tués par un usurpateur. Pas excellente réponse. Ces navires suffiront-ils? Plus de vol, de maraudage, de pillage, ni de viol. C'est tout notre mode de vie. Plus rien. C'est vraiment ce que tu lui réponds? C'est tout notre mode de vie? C'est vrai que c'est pas beaucoup. C'est vrai que c'est beaucoup. Ah bah non, il est pas mort. Par contre, il a bien grandi. C'est tellement évident comme piège. Bon bah voilà, là il est mort, j'avais quelques épisodes d'avance, c'est tout. Ouais, donc le maigre plan que vous aviez hier, il est déjà niqué, quoi. Parfait. Vous êtes des bouffons.
C'est que cette grosse blague. C'est limite comique là au montage. Ah, c'est le gros bordel. Bon, ça a une grosse gueule de bataille quand même. Ça... On voit qu'ils ont quand même bien utilisé leur budget. Merde. Ils avaient fait semblant d'être morts, c'est ça l'idée? Ou alors ils venaient du bas de la colline? Non, pas toi, je t'aime bien. Bah, tu vas très certainement mourir d'ici la fin de la bataille, mais je t'aime bien quand même, Tormund. Il va vraiment mourir piétiné, là? Bon, ok, là c'est là où je commence à plus rien comprendre. Je ne comprends rien. Là, vraiment, je ne comprends rien à ce qui se passe. Je sais pas où on est, je sais pas qui sont les visages des gens, dans quel sens il se passe. La musique est triste, donc il y a l'air d'en avoir un qui meurt, mais je ne sais pas qui c'est. C'est Jon? Non, c'est pas Jon. Jon est vivant, ok. Non, c'est la musique est triste parce que leur défaite est globale. Bon, il y en a déjà au moins un qui est mort. Putain, je le reconnais même plus, Jon. C'est le géant, ça. Là, il va très probablement y passer. Aïe. Ah. Ouais, voilà. C'est dommage, t'aurais été un excellent atout contre les marcheurs blancs, mec. Un combat d'homme à homme, c'est bien ce que tu voulais? Maintenant, dit-il maintenant qu'il a perdu. Ah, ça fait tellement du bien. Ah. Ah. Ça fait du bien. Mais on sent qu'ils en ont chié quand même, hein. Ils ont subi des pertes lourdes. Quand ce sera les marcheurs, ça va être une autre paire de manches. Ah, il est pas mort, je me disais bien aussi qu'il bougeait un peu. Je sais pas pourquoi, mais je m'en doutais. Voilà. C'est une grosse bête, hein, quand même. Et puis il regarde tout, en plus. Bon. Oui, donc ça a quand même été très centré sur la bataille des bâtards. Bien. Il est resté énervant jusqu'au bout. Hein. C'est un euphémisme. Et toi, le chien, tu veux pas me bouffer la gueule? Bah non, hein. Toi t'es nourri tous les jours, même un peu trop. Bah oui, t'es un gentil chien énorme. T'es belle. Bien, on va passer au débrief maintenant. Alors, c'est la deuxième fois que je refais ce débrief. Malheureusement, la vidéo pourra pas sortir le vendredi comme c'était prévu, puisque nous sommes le lundi, c'est-à-dire 3 jours après que la vidéo était censée sortir. Donc, comme je sais pas encore retourner dans le temps, elle sera probablement mise en ligne le mardi. Et donc, ce vendredi, vous aurez le retour sur l'épisode 10, histoire que tout soit bien géré, bien prévu et bien terminé avant la diffusion du premier épisode de la saison 7. On parle donc aujourd'hui de l'épisode Battle of the Bastards qui dure 59 minutes à peu près. Et sur ces 59 minutes, nous avons 9 minutes 30 à Meereen, suivi de 15 minutes à Winterfell, suivi de 4 minutes à Meereen, suivi de 28 minutes à Winterfell. Et c'est tout, ce sont les deux seuls lieux
auxquels nous aurons été confrontés dans cet épisode. Vous pouvez voir un petit peu quelque part sur l'écran, je sais pas encore très bien où, la répartition. Je vais d'ailleurs me décaler un peu pour que, voilà, on puisse mieux... je vais mettre les trucs ici, là. Donc, il faut que je me décale un peu. Voilà, donc... On constate, avec le total, pardon, j'ai pas fait le total, on a un total donc, de 13 minutes 30 à peu près hein, à Myrrine et 43 minutes à Winterfell, c'est-à-dire plus des 3/4 de l'épisode, ce qui est beaucoup, mais si vous êtes toujours réveillé depuis le début de l'épisode, vous savez que je m'attendais à ce que ce soit un épisode consacré pardon, à 100% à la bataille des bâtards à Winterfell. C'est pas le cas. Bon, plus des 3/4 de l'épisode, ça reste quand même tout à fait convenable. On a donc 10 points à voir ensemble et je vais essayer de me dépêcher parce que j'ai sommeil. Le premier point, avant même de parler de ce qui se passe à Myrrine ou de ce qui se passe à Winterfell, c'est qu'on a retrouvé le budget. Ça y est, il était parti pendant 2 épisodes là il est revenu, il est en forme, il est là. Le budget est là. On a, que ce soit en termes de figurants dans la bataille des bâtards ou même dans la séquence à Myrrine avec tous les bateaux et tout ça, il y a un nombre de figurants qui est assez ouf, même si j'imagine qu'il doit y avoir pas mal d'images de synthèse qui ont été utilisées. Dans les plans beaucoup plus serrés, on voit qu'il y a quand même pas mal de monde qui est présent physiquement sur les plateaux, sur les lieux de tournage. Au niveau des environnements, c'est pareil, on a des grands espaces, on a donc Myrrine vue du ciel, on a la bataille en elle-même qui est dans une grande plaine, on a quelques scènes à l'intérieur du château de Winterfell aussi, enfin du château, dans l'enceinte de la ville de Winterfell. Au niveau des effets spéciaux aussi, parce qu'on a des dragons, on a le géant Wen là, on a la bataille en elle-même qui est sûrement bourrée d'effets spéciaux, la ville de Myrrine aussi avec des fonds verts et tout. Au niveau de la réalisation, je veux dire la bataille des bâtards en elle-même, en termes de réa, c'est un petit bijou, c'est magnifique, ça flirte gentiment avec des batailles comme dans Le Seigneur des Anneaux par exemple. Donc on est à ce niveau-là de qualité. En fait, après avoir reçu l'argent des producteurs, les réalisateurs ont dû décider de séparer le budget et de le répartir de manière très inégale, de mettre des épisodes, le 5, le 9 et probablement le 10 de ce que j'anticipe, qui seront des épisodes dans lesquels on mettra plein de pognon pour mettre du bon gros spectacle, quitte à ce qu'il y ait des épisodes le reste du temps qui soient un petit peu sous-dimensionnés au niveau du budget, comme l'épisode 8 qu'on vient de regarder, ou l'épisode 7 qui restait quand même assez pauvre financièrement parlant, même si il tenait le bon bout en termes de rythme, en termes d'écriture, en termes de jeu, c'était pas la même affaire. Est-ce que ça valait le coup pour cet épisode 8 spécifiquement? Moi j'aurais tendance à dire que oui, même s'il y a quelques défauts quand même qui m'ont un petit peu... Mais globalement, c'est un épisode qui est très satisfaisant. Donc on va commencer par Myrrine, et puis ensuite on partira un petit peu voir ce qui se passe du côté de Winterfell. J'ai 3 points, il me semble, pour Myrrine, 2, 3, 4. 4 points, et le premier de ces 4 points, c'est Tyrion contre Daenerys la Reine Folle. Puisque Daenerys a décidé de s'attaquer aux marchands, en étant la plus vindicative possible, ce qui a amené Tyrion à se dire que elle ressemblait de plus en plus à son père et que c'est pas forcément une bonne nouvelle. J'espère, personnellement, que c'est une sorte d'appel du pied de la série qui est en train de nous dire que Daenerys va péter un câble dans la saison 7 ou peut-être la saison 8 et devenir l'un des méchants les plus puissants de l'histoire, au lieu qu'on ait la fin à laquelle tout le monde s'attend, enfin tout le monde, la fin qui est la plus plausible et qu'on peut estimer comme étant celle qui a le plus de chances d'arriver, qui est que Daenerys finisse par monter sur le trône de fer qu'elle réclame depuis la saison 1,
au prix donc de nombreuses saisons passées à Essos dans lesquelles elle apprend à gouverner et à dompter ses dragons et à devenir une souveraine machin et à casser le jeu des trônes et tout, et qu'après elle arrive, elle conquiert le truc et elle devienne reine de Westeros. Ça c'est ce que le spectateur moyen s'attend à voir, c'est ce que je commence à anticiper aussi, malheureusement. Je suis pas du tout un fan de Daenerys, donc ça ne m'enchante pas beaucoup. Mais là j'ai de l'espoir, parce que dans cet épisode, on voit que Daenerys est en train de devenir un petit peu folle comme son père, et donc si elle pouvait devenir un personnage maléfique, entre guillemets, dans la saison 7 ou 8, et qu'en fait, au lieu que tous les spectateurs soient pour elle, on soit finalement contre elle, et qu'il doit y avoir une union pour battre Daenerys et ses dragons quand même, hein, c'est-à-dire qu'elle a le potentiel d'être la plus grande méchante de l'histoire, à égalité avec les marcheurs blancs. Il y a un potentiel à débloquer là, qui serait pour moi, selon moi, beaucoup plus intéressant que juste voir l'ascension de Daenerys jusqu'au trône. Parce que là, tel que c'est parti, c'est elle qui va l'avoir, quoi. Donc, ce serait une bonne idée de nous surprendre un peu, et de faire de ce personnage qu'on suit avec intérêt, un intérêt tout relatif pour ma part, mais un intérêt général, global, plutôt positif, et on a envie de l'encourager et qu'elle arrive à ses fins, de changer ce regard et d'en faire une antagoniste. Je trouve que ce serait une excellente idée, perso. Au-delà de ça, on a le retour, alléluia enfin, du Tyrion un petit peu malin. Voilà, il est au moins moins con que dans tous les autres épisodes de la saison. Là, ce coup-ci, il demande à se faire pardonner parce que son plan pour soudoyer les esclaves a pas marché justement, pardon. Il offre une explication cohérente et qui permet de le pardonner un petit peu, qui est donc que les esclaves, les esclavagistes ne s'attendaient pas à ce qu'une ville avec des esclaves libres réussisse. Ils se sont rendus compte que ça donnait une image, que ça détruisait un petit peu leur commerce, et qu'ils avaient plus à y perdre qu'à y gagner, et que donc ils avaient tout intérêt à rompre les accords qu'ils avaient fait avec Tyrion, même si celui-ci avait eu la bonne idée de faire des accords de base. Donc ça ne rend pas le personnage de Tyrion plus con, comme ce que je croyais dans mon retour sur l'épisode précédent, ça rend au contraire les marchands plus intelligents, ce qui est une bonne chose. Et en plus de ça, il se rend compte de la dérive totalitaire vers laquelle est en train de partir Daenerys, et il arrive à la conseiller, ce qui veut dire que il a un intérêt. Il n'est pas devenu inutile comme ce que je disais dans mon retour sur l'épisode précédent. Donc, cette simple scène au début, tout le passage là, qui dure quand même 9 minutes 30, tout le passage de la Myrine là où on voit Tyrion un petit peu interagir avec les autres, ça a remonté l'estime que j'avais dans le personnage et dans les gens qui écrivent ses dialogues et un petit peu son avenir. J'aime beaucoup, et justement dans cette fameuse discussion entre Tyrion et Daenerys, on apprend qu'il y aurait une quantité astronomique de feux grégeois cachés sous le donjon rouge, donc immédiatement on fait le lien avec ce qui s'est passé dans l'épisode précédent où comment elle s'appelle, Cersei demandait à Qyburn, c'est Qyburn, hein, oui c'est ça, si la rumeur était vraie, et lui il dit oui, et c'est même encore plus que ce qu'on imaginait, donc il doit vraiment y avoir limite de quoi faire sauter la ville. Alors je sais pas si c'est à ça qu'il faut que je m'attende dans l'épisode 10, mais si c'est ça, les mecs ils vont faire péter Port-Réal, qui est la ville la plus importante de l'intrigue en ce moment, et depuis le début de la saison d'ailleurs, on peut
on peut amener l'argument et on peut faire valoir cet argument que Port-Réal, c'est un peu la ville la plus importante de tout Westeros, en termes d'intrigue, hein, j'entends pas en termes de géopolitique, parce que ça, on le sait déjà, mais en termes d'intrigue, depuis le début de la saison, et faire péter cette ville, la rayer de la carte, c'est un petit peu extrême. Ce serait vraiment ce serait l'équivalent d'un épisode 9, mais en tant qu'épisode 10, quoi. Ça chamboulerait vraiment complètement tout le statu quo de la série. Donc je sais pas si c'est ce qu'ils vont faire. Vous qui regardez cette vidéo, vous êtes déjà au courant de ce qui va se passer dans l'épisode 10, mais moi je l'ai pas encore vu. Donc vous êtes peut-être en train de rigoler en disant mais qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'il est con, c'est pas ça du tout qui va se passer. Ou alors vous êtes en train de dire waouh mais quel visionnaire, il a compris, j'en sais rien, je ne sais pas, je vous avoue humblement, mais en tout cas de ce que je comprends c'est vers ça que tous les signes pointent. Donc on aurait comme ça une disparition d'ailleurs assez brutale du grand moineau et de toute sa secte de dégénérés là, de Marjorie, parce qu'elle est quand même à Port-Réal, de Loras, de... qui d'autre le frère, là, de cousin Lancel, de... Qui d'autre est à... bah, la montagne. La montagne est à Port-Réal. Ouais, enfin, il y a du monde encore, quand même. Alors soit ils trouvent scénaristiquement une excuse pour qu'ils se barrent de la ville, soit ils s'en sortent, parce que j'imagine que Cersei a quand même un plan quelque part, soit c'est pas toute la ville qui pète, enfin je sais pas. Je sais pas trop quel est exactement comment ça va se dérouler, mais il y a moyen quand même que ce soit le beau feu d'artifice qui ait des conséquences fatale pour la suite de la série. Et encore une fois, mon kiff personnel, c'est d'avoir des personnages qui parlent d'un truc dans un coin de Westeros et que ce dialogue nous permette de comprendre la situation géopolitique d'un endroit qui n'est totalement, enfin qui est à des kilomètres et qui du coup nous aide à comprendre en fait une autre intrigue que celle qu'on est en train de suivre où les deux gens discutent. Ça c'est mon petit plaisir à chaque fois que je regarde un épisode de Game of Thrones, parce qu'ils font ça régulièrement, et à chaque fois que je capte le truc, je sais pas, ça me fait sourire, j'aime bien. Voilà, mon petit plaisir simple. Quatrième point qui va être très rapide, la scène où Vergris tue les deux résistants et épargne celui qui s'est mis à genoux. Voilà, bon, ça a juste une valeur symbolique qui est que ben, voilà, celui qui s'est agenouillé devant Daenerys a le droit de vivre et les autres sont morts parce qu'ils sont restés debout, donc parce qu'ils se sont pas agenouillés devant elle. Voilà, c'est tout. C'est juste c'est une action un peu cool parce que t'as un petit peu tout ce suspense de « Ah, mais qu'est-ce qu'il va faire Vergris? Est-ce qu'il va vraiment tuer celui qui a été présenté par les esclavagistes? Ou est-ce qu'il va faire l'inverse ?» Enfin, t'as tout ce petit moment de doute avant qu'il passe à l'action. Et puis, c'est aussi intéressant en termes symboliques. Donc, voilà, pareil, petit plaisir. Cinquième point, oui, je vous avais dit que ce serait rapide, les Greyjoy arrivent à bon port et après on arrête avec Myrine. Donc ça, c'est plus la séquence d'introduction de l'épisode, c'est un petit morceau de 4 minutes qui vient couper les deux parties de Winterfell. En fait, la partie avant cette séquence à Myrine, c'est toute la préparation à la bataille, avec donc la rencontre entre Jon et Ramsay, et puis les discussions dans la tente avec Sansa, et puis les discussions entre comment il s'appelle, Davos et Tormund. Voilà, donc on a un petit peu la mise en place des enjeux, une petite coupure de 4 minutes à Myrine, et puis ensuite la bataille de Winterfell en elle-même. Et dans cette petite coupure de 4 minutes à Myrine, on voit que les Greyjoy, donc Yara et Theon, hein, sont arrivés à Myrine,
ont obtenu audience auprès de Daenerys Targaryen, et de Tyrion d'ailleurs, qui s'en donne un petit peu à cœur joie pour se moquer de Theon Greyjoy, a raison d'ailleurs, hein, il a raison d'être un petit peu circonspect, parce que bon, les Greyjoy sont quand même une des familles les plus importantes de Westeros, et ce sont donc des concurrents directs pour l'accès au trône de fer. Donc il a raison de pas être aussi conciliant que Daenerys, qui d'ailleurs a pas été très conciliante, je suis un peu méchant, elle a été ferme et digne et royale, mais pas conciliante, c'est vrai. Mais en tout cas, elle était beaucoup plus prompte à les écouter que Tyrion. Ça permet d'ailleurs un petit peu de différencier leur caractère. On voit que Tyrion il est déjà beaucoup plus dans les machinations, dans les coups bas. Qu'est-ce que vous pourriez... en quoi est-ce que vous pourriez me nuire, en quoi est-ce que je dois me méfier de vous, mais en même temps, qu'est-ce que vous pouvez m'apporter et tout. Daenerys est un petit peu plus dans l'émotionnel, ce qui est pas un mal. C'est une manière différente de tester la situation. Bon, comme j'avais anticipé, on a bien un intérêt... Enfin, Yara Greyjoy porte bien un intérêt sexuel envers Daenerys, qui d'ailleurs ne l'a pas officiellement rembarré, donc on peut s'attendre à voir une scène lesbienne entre les deux. Bon, moi c'est pas mon ship, toutes les deux, mais pourquoi pas, je suis pas non plus totalement contre. Et puis donc il y a toute une scène de négociation qui se termine totalement en faveur de Daenerys, hein, puisque non seulement elle gagne des bateaux, mais en plus elle gagne la promesse que les Greyjoy arrêteront de piller, violer, voler, tout ça. Yara qui dit d'ailleurs oh, mais c'est notre mode de vie et tout, ouais, enfin en même temps c'est un mode de vie de merde, je suis désolé, c'est pas un mode de vie viable à long terme. Je suis très étonné que votre civilisation ait réussi à perdurer aussi longtemps que ça, cher Greyjoy, je ne comprends pas bien. Mais bon, soit, vous viviez comme ça a pas été hyper méga mis en valeur dans la série, parce que j'ai été un peu étonné quand je l'ai entendu, ou alors peut-être que j'ai dormi dans les épisodes quand c'était mentionné, mais il me semble pas que c'est super clair. À mon avis, si c'est super évident pour vous, c'est probablement parce que vous avez lu les livres. Ou alors j'ai dormi, c'est possible aussi, mais bon, ça devrait me dire quelque chose quand même. Mais bref, tout ça, c'est intéressant parce que dans la saison précédente, on avait vu Daenerys qui disait que son but, c'était pas... Enfin, il me semble que c'est Tyrion qui lui disait que le jeu des trônes, c'était un petit peu comme une roue, et celui qui se trouvait en haut de la roue, c'était celui qui gouvernait, donc c'est celui qui avait le trône de fer, et du coup la roue tournait, et c'était chacun le tour de quelqu'un, et Daenerys avait répondu « Oui, mais moi mon but, c'est pas d'arriver tout en haut de la roue, mon but c'est de briser la roue. » Et donc là, entre guillemets, elle a un peu brisé la roue en forçant, enfin en s'assurant que les Greyjoy allaient changer leur mode de vie, et donc, avant même d'avoir mis un seul pied à Westeros, elle a déjà commencé à casser la roue, puisque les Greyjoy n'ont plus du tout envie d'obtenir le trône de fer, enfin à part Euron et compagnie. Quand je dis les Greyjoy, c'est Yara, Theon et les gens qui les ont suivis. Ceux qui survivront probablement, enfin j'espère. Elle a réussi à leur faire changer de mode de vie pour quelque chose de plus sain, et donc c'est déjà un grand pas en avant vers son idée de vouloir non seulement remporter le jeu des trônes, mais en plus être la dernière à le remporter et tout casser derrière elle. Ça fait aussi d'elle quelqu'un d'un petit peu tyrannique, qui pourrait avoir comme ça une situation mentale qui périclite au cours des saisons prochaines. Et ce serait cool. Allez, passons quand même au gros morceau, à la bataille de Winterfell, la bataille des bâtards, la bien nommée, avec donc ce premier point qui est que Jon est le jouet de Ramsay pendant la quasi-totalité de l'épisode. En fait, il y a juste à la fin
quand il utilise son bouclier pour arrêter les flèches de Ramsay, parce qu'il a compris que Ramsay essayait de le faire s'approcher pour pouvoir l'embrocher. Bon, il utilise une arme de distance pour un combat au quasi corps à corps, donc j'ai pas super bien compris le plan de Ramsay là. Je pense qu'il se sentait perdu et qu'il essayait de déstabiliser son adversaire, mais bon, là ça a pas super bien marché. Par contre, toutes les fois d'avant, waouh, Jon, t'es quand même vachement naïf, et crédule, et con. Il se fait avoir en croyant qu'il peut sauver Rickon, il se fait avoir donc en chargeant tête baissée comme un fou, ce qui est deux manières différentes de se faire avoir, hein. Je sépare bien les deux. Il y a le fait de croire que tu peux sauver Rickon, et il y a le fait d'aller sauver Rickon, qui est une erreur tactique. C'est une erreur de jugement, une erreur tactique. Tu tombes dans l'encerclement. Déjà, tu te fais ensevelir sous les corps. Ensuite, tu te fais encercler par... En gros, toutes les tactiques militaires de Ramsay ont réussi grâce à la naïveté de Jon, qui s'est fait mener en bateau pendant la totalité de l'épisode. Sauf la fin. Alors que, à contrario, heureusement qu'ils sont là d'ailleurs, Sansa et Davos ont été super raisonnables dans cet épisode. Bon, Davos, il est raisonnable de base, il est né raisonnable et il mourra raisonnable. Enfin, pas forcément. Il est né raisonnable. On le voit qui comprend bien que quand les flèches commencent à pleuvoir et que Ramsay commence à tuer des mecs de sa propre armée, il demande bien à ses troupes de pas faire de même parce que ce serait une erreur tactique. Lui, il a le sens du timing et il sait quand est-ce qu'il faut envoyer les troupes à l'attaque et quand est-ce qu'il faut plutôt attendre. Bon, voilà, c'est quelqu'un de, somme toute, mesuré. Et Jon a de la chance d'avoir quelqu'un comme Davos à ses côtés pour contrebalancer son manque de tactique flagrant. Ça ne fait pas de Jon un mauvais personnage, attention, hein, je ne suis pas en train de dire que Jon est nul. C'est intéressant d'avoir un personnage qui est gouverné par sa passion et par ses émotions. C'est intéressant. Par contre, sur le champ de bataille, tactiquement, ça l'est beaucoup moins. Ça fera de lui un bon roi, ou un bon seigneur, ou un bon je sais pas quoi, je sais pas comment finira la série, mais s'il finit comme ça dans une position de commandant, il se fera un bon commandant, sauf si c'est pour gérer une armée. Là, par contre, c'est un peu plus la merde. Et Sansa, rien à redire. Vraiment, tactiquement, tout était parfait. Elle a eu raison, oui, elle a eu raison quand elle a expliqué à Jon que Rickon était mort et qu'il fallait pas s'en soucier. Elle a eu raison quand elle lui a dit que Ramsay était un fourbe manipulateur et qu'il allait essayer de le piéger. Elle a eu raison de demander à Littlefinger d'envoyer des troupes parce que si elle l'avait pas fait, ils seraient tous morts. Elle a eu raison de ne pas dire à Jon que Littlefinger allait envoyer des troupes parce que sinon il aurait modifié sa tactique et peut-être pas dans les bons... de la bonne manière. Déjà, il a même pas suivi son plan de base, alors si en plus il avait fait un plan qui demandait une autre armée, ça aurait été le bordel. Et puis de toute façon, déjà, Sansa était pas certaine que Littlefinger allait envoyer des gens. Bon, ça aurait été étonnant qu'il le fasse pas, puisque Littlefinger est fou amoureux de Sansa, donc forcément qu'il allait le faire. Mais il y avait quand même un risque. Donc Sansa a bien fait de pas avertir Jon qu'il allait y avoir des renforts potentiels, sinon Jon aurait compté dessus. Et puis, Sansa est pas débile, elle connaît Littlefinger. Elle sait que il va pas envoyer ses troupes au début de la bataille. Il va faire comme les Américains pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il va attendre que la majorité des combattants soient affaiblis, et ensuite il va envoyer ses troupes à lui qui sont fraîches, qui vont prendre un minimum de dégâts, qui vont subir un minimum de pertes, et du coup ça lui permet de conserver son armée, qui est du coup la meilleure de tout Westeros, si j'ai bien compris. C'est lui qui a les troupes les plus en forme, et les mieux entraînées à l'heure actuelle. Et en plus de ça, ça lui permet de passer pour le seul et unique sauveur,
alors que bon, c'est quand même ceux qui sont sur le champ de bataille depuis le début qui sont plus à féliciter. Mais c'est pas comme ça que ça marche. La preuve encore une fois avec la Deuxième Guerre mondiale où tout le monde est persuadé que sans les Américains on n'aurait pas gagné la guerre. Alors que c'est faux. On l'aurait gagné un peu plus tard, mais on l'aurait gagné quand même. Parce que les vrais super-héros de la Deuxième Guerre mondiale, c'est les Russes. C'est eux qui ont attaqué l'Allemagne depuis un autre flanc, ce qui fait que l'armée allemande a dû se séparer pour affronter la France et le Royaume-Uni sur le front ouest, et la Russie sur le front nord, et qui a donc divisé l'armée allemande en deux, et qui a permis, à terme, de la remporter, cette bordel de putain de guerre. Mais oui, les Américains sont arrivés au bon moment. Déjà, ils ont un petit peu retourné leur veste, parce qu'au début, ça les dérangeait pas trop que ce soit Hitler qui gagne la guerre. Ça, c'est pas écrit dans vos manuels d'histoire, et pourtant il y a des déclarations historiques et des actes historiques aussi qui montrent que les États-Unis, ça les intéressait bien. Mais après, ils ont senti le vent tourner, ils ont dit « on va se mettre avec les gagnants ». Bon, bah Littlefinger, c'est un peu comme les États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est un gros profiteur. Et donc, bah, il envoie ses troupes au moment le plus opportun. Et ça, Sansa, elle le sait. Donc elle sait qu'elle peut pas compter sur les troupes de Littlefinger dès le début de la bataille. Donc c'est pas intéressant pour elle qu'elle le dise à Jon. Donc tout va bien. Parce que... Mais par contre, Jon va en vouloir à Sansa, ça c'est sûr. De pas lui avoir dit que il allait avoir plus d'hommes. Et ça va peut-être lui retomber sur le coin du museau. C'est peut-être la seule faille dans son plan. Et bon, enfin, il y en a une deuxième aussi, c'est que maintenant elle a une dette envers Littlefinger. Alors je sais pas trop ce que Littlefinger va demander. Il va peut-être pas demander d'être seigneur de Winterfell quand même s'il pourrait totalement demander ça. Il a dit c'est grâce à moi que vous avez Winterfell, les gars, donc filez-la moi, cette belle ville, faites-moi seigneur du Nord, et je gouvernerai avec toi, Sansa, qui ressemble beaucoup à ta mère. Physiquement, et comme je suis amoureux de ta mère, ben, ce sera un peu comme si j'étais avec elle. Parce que bon, il y a quand même ce petit truc-là qui cloche chez Littlefinger. Et donc, ouais, bon, il va demander la main de Sansa. Ça, c'est évident, c'est écrit dans le marbre. Après, il y a moyen qu'il demande plus. Parce que c'est Littlefinger quand même, faut pas déconner. 7e point, Davos sait. On a donc cette scène où... J'avais pas compris, moi, à la base, qu'il s'était mis sur le même camp que celui où Stannis était mort dans la saison précédente. Mais donc, ils ont décidé de planter leur camp au même endroit. Et donc, à quelques pas de là, il y a le fameux bûcher sur lequel Shoryn a été brûlée. Et notre ami Davos, en marchant un petit peu autour du camp, a trouvé l'endroit et je sais plus ce qu'il a ramassé à côté. C'était sa peluche en forme d'élan, je suis allé vérifier. Je sais plus si c'est lui qui lui a fait et qui lui a offert dans un épisode précédent ou si c'est un jouet symbolique qu'elle a. Enfin, en tout cas, il est au courant que Shoryn a brûlé sur le bûcher. Et donc, il y a de fortes chances que dans le prochain épisode, on ait un face-à-face entre Davos et Mélisandre. Et peut-être que Davos va commettre son premier meurtre de sang-froid, devenant ainsi un personnage un peu plus gris et un peu moins blanc, parce que pour l'instant, il est un peu tout blanc, Davos. Donc, ouais, on va avoir un face-à-face entre Davos et Mélisandre, et je dois vous avouer que je suis assez impatient de voir la réaction qu'il va avoir en la mettant face à face avec ses crimes. Mélisandre, qu'on voit d'ailleurs vaguement dans cet épisode, et qui dit que si, elle ressuscitera Jon si jamais il meurt sur le champ de bataille, parce que c'est son destin. Ce qui d'ailleurs m'amène à penser que Mélisandre va mourir dans le prochain épisode et que Davos va vraiment la tuer, parce que tant qu'elle est vivante, Jon est grosso modo immortel. C'est un peu comme dans la fraternité sans bannière, Toros de Myr qui peut ressusciter
je sais plus, j'ai oublié son nom, mais enfin voilà, c'est un peu le même délire. Là, on a deux persos qui peuvent être ressuscités un peu sur demande, donc pour augmenter un peu la trouille que peuvent avoir les spectateurs par rapport à une mort potentielle de Jon Snow, il va falloir que Mélisandre meure à un moment donné. Et qu'elle meure butée par Davos, symboliquement, ça a un peu une force. Surtout que bon, le personnage de Mélisandre, il commence à plus trop servir à grand chose, maintenant que Stannis est mort. Donc, ouais, je pense que sa fin est proche. Un autre personnage dont la fin est tellement proche que elle est maintenant dépassée, c'est Rickon Stark qui meurt transpercé d'une flèche par Ramsay dans l'un de ces fameux pièges destinés à Jon, et dans lequel Jon tombe d'ailleurs à pieds joints, qui consiste à faire courir Rickon jusqu'à Jon et à tirer des flèches en l'air, et puis il se trouve qu'il y a une flèche qui atteint Rickon juste avant qu'il se retrouve avec Jon. Évidemment, c'est voulu, hein. Je ne crois pas une seule seconde au hasard. C'est-à-dire que, en gros, Ramsay a toujours eu la possibilité de coller une flèche directement dans le dos de Rickon, mais il l'a pas fait parce qu'il voulait, déjà, il voulait attirer Jon le plus loin possible. Donc il fallait que Jon parcourt la plus grande distance possible. Et puis, évidemment, ça a beaucoup plus d'impact quand il meurt alors qu'il est à 2 doigts de rejoindre Jon, que si il meurt à 3 pas de la zone de départ. Donc, voilà. Mais je pense que la flèche qu'a tirée Ramsay, là, vu qu'elle arrive horizontalement dans son dos pour ressortir par son cœur et tout, c'est qu'il avait toujours la possibilité de tirer une flèche horizontale depuis le début, et qu'en fait, les coups de semonce qu'il tirait, c'était pas des coups de semonce, c'était juste comme ça pour déconner. J'ai appelé ce point « On a perdu Rickon », entre parenthèses, Osef / tant mieux. Un peu pour les mêmes raisons que Mélisandre dans mon point précédent, Rickon n'avait plus rien à faire dans Game of Thrones, il n'y avait plus d'intrigue, à moins qu'on ait remis un intérêt dans ce personnage en lui redonnant des enjeux et une importance capitale dans la suite du plan de Jon. Il n'y avait aucun intérêt à garder Rickon en vie. Symboliquement, il a fait tout ce qu'il avait à faire dans la série, et puis, déjà, il n'avait pas grand-chose à faire. Et puis surtout, c'est encore un Stark en vie, quoi. Le but des Stark, c'est quand même de mourir progressivement au fur et à mesure de la série. Donc, je déconne. Mais voilà... cette série a quand même marqué la fragilisation d'un peu toutes les grandes familles de Westeros, et des Stark, il y en a quand même pas mal qui, au contraire, ont pris leur importance dans cette série. Jon est devenu vraiment un leader guerrier. Sansa est devenue un personnage beaucoup plus apte à jouer au jeu des trônes que dans les saisons précédentes. Arya aussi est devenue enfin une sans visage. Pas vraiment. Elle est devenue une guerrière accomplie. Donc il commençait à y avoir beaucoup de Stark qui se baladaient comme ça. Et j'oubliais Bran aussi. Il est là dans la série. Donc ça fait quand même 4 Stark qui ont une importance capitale dans la suite des événements qui vont se jouer à Westeros. Est-ce que ça valait vraiment la peine d'en rajouter un 5e ? Non. Voilà. La famille Stark ne doit pas devenir la famille pivot du Trône de Fer. Le Trône de Fer, la série. De Game of Thrones, voilà. Ce n'est pas leur rôle, et c'est un rôle qui ne leur irait pas. Donc finalement, on a perdu un personnage qui n'avait aucun enjeu. Ça a permis à un personnage de développer les siens, à Jon, hein, pour ne pas le nommer, et ça aurait été contre-productif de le laisser en vie. Donc voilà, il fallait le tuer. Et je trouve que sa mort, là, comme ça,
Ça permet en plus de montrer que... Enfin, de nous faire détester vraiment Ramsay autant que possible. Et ça marche. Et donc, eh bien, ça a finalement... C'était en fait le dernier intérêt que pouvait avoir Rickon. Donc, une bonne idée de le faire mourir. Un autre qui est mort, c'est Wun-Wun, tombé au combat en ouvrant les portes de Winterfell. C'est-à-dire que lui, il était rentré dans la résistance avec Jon Snow et tout pour combattre les marcheurs blancs. Au final, il n'en aura pas l'occasion puisqu'il sera mort pour reprendre Winterfell, qui est un truc pour lequel il n'avait même pas signé à la base. Même si ça a été l'un des premiers à rejoindre, le premier même à rejoindre Jon Snow quand il a essayé de convaincre les Sauvageons de se joindre à sa cause. Et ben voilà, et ben il est mort. Probablement une raison de budget, parce que c'est quand même un géant et que ça coûte cher à animer, ce genre de petite bête. Et puis, bon, c'est triste parce que ça aurait permis pas mal de trucs, je pense, dans la prochaine saison. Avoir un géant comme ça dans les batailles, c'est toujours intéressant, ça permet de se lâcher au niveau de la mise en scène, au niveau de la brutalité aussi, c'est... bon, voilà, moi j'aimais bien Wun-Wun, je suis triste qu'il soit mort. Bon, on n'a pas perdu Tormund, c'est déjà ça, ça compense, j'imagine. Je suis triste, j'aimais bien ce perso. Mais bon, il est mort de manière vraiment héroïque, en ouvrant les portes de Winterfell et tout. Bon, par contre, c'est Ramsay qui lui a collé la flèche fatale qui l'a fait s'effondrer, là. Ça, c'était un petit peu de trop. Je pense que... Enfin, j'aurais apprécié qu'on laisse sa scène de mort un peu ralentie et calme à Wun-Wun pour qu'on ait le temps d'être triste, au lieu d'interrompre brutalement la séquence avec une flèche tirée dans la tête de Wun-Wun, pour rendre Ramsay encore plus détestable qu'avant, alors que c'était justement le rôle de la mort de Rickon. Il y a un peu doublon là. Mais bon, il fallait une mort importante du côté de Jon Snow dans cette bataille, parce que sinon elle aurait pas eu autant d'enjeux que les autres. Donc voilà, il fallait qu'un personnage important meure. Ils ont choisi Wun-Wun. Moi j'aimais bien, donc je trouve ça dommage, mais c'est purement subjectif. Et enfin, dernier point, dernière mort, celle de Ramsay. Alléluia, cet enfoiré est mort. Oui, voilà. Et buté par ses chiens, comme j'avais dit à la fin de l'épisode précédent, j'avais laissé entrevoir l'idée qu'il puisse être mangé par ses chiens, parce que c'était quand même sa mise à mort préférée, on y est revenu plusieurs fois dans la série. Donc là il est mort... buté par ses chiens, de manière un petit peu spéciale d'ailleurs. Bon, il y a Sansa qui regarde tout d'ailleurs sans infléchir son regard, ce qui prouve que, voilà, bon, là elle est totalement dans le jeu des trônes, hein. Ça y est, elle est devenue froide, manipulatrice et sans pitié. Elle se cerseiise d'ailleurs un petit peu trop à mon goût, mais bon, Sansa a toujours eu un peu cette capacité d'apprendre des gens qui l'entouraient, et comme elle est restée elle a laissé Cersei dans son entourage très longtemps, forcément elle a appris d'elle. Bon, ça permet encore plus l'opposition entre les deux personnages, mais bon, ça fait un peu peur quand même. J'aimais bien la Sansa un petit peu moins cerseiesque. Et puis en plus, bon, bah on a Ramsay comme ça, entouré par ses chiens affamés, qui clairement sont hostiles à son égard, à son encontre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, putain, mais non, mais c'est mes chiens, est-ce que tu crois vraiment qu'ils vont me faire quoi que ce soit de mal? Mais même lui, il y croit pas, enfin, il essaye de garder la face... et d'être celui qui s'en sort dans la conversation avec Sansa en étant sûr de lui et tout, mais il fait ça sur la base de rien, c'est uniquement pour sauver sa face. Ce qui est raccord finalement avec le personnage. Je me plains de ça, mais en fait non, c'est intelligent, c'est pas forcément super logique qui se comporte comme ça, mais c'est raccord avec le personnage, donc
Donc en fait, si, c'est logique qu'il se comporte comme ça, j'ai rien dit. J'étais mauvaise langue. Non, allez, je retire ce point-là. La mort de Ramsay est cool. Déjà parce qu'il meurt. Ah. Et ensuite, parce que, voilà, il meurt tué par l'une de ses armes les plus utilisées, ce qui symboliquement est toujours très efficace comme mise à mort. Voilà. Tué par ses chiens qu'il avait affamés lui-même dans la perspective de cette bataille. Ironique. Et je crois que j'ai pas grand chose à dire de plus sur cet épisode, donc on peut passer aux prédictions de ce qui se passera dans l'épisode 10. Alors j'ai 4 points pour mes prédictions. Déjà, je prédis qu'on aura le procès de Cersei, parce que on nous promet ce procès depuis 9 épisodes, donc ce serait bien qu'on l'ait au 10e, SVP. Et puis en plus, parce que maintenant tout est en place, toutes les pièces du puzzle ont été, subtilement mises en place tout au long de la série, avec la montée en puissance du Grand Moineau, la trahison de Tommen, la trahison, oui, Tommen qui trahit Cersei, Tommen d'ailleurs qui mourra s'il y a une explosion à Port-Réal qui raye totalement la ville de la carte. Du coup c'est intéressant de voir que Tommen est devenu maintenant une arme contre sa mère, puisque là c'est devenu le bras armé de la religion, et en gros elle a perdu son fils, il est perdu pour la cause, et son seul moyen de s'en sortir c'est de le buter. Ou alors de buter le Grand Moineau et tous les autres autour, tout en gardant son fils, mais ça va être un peu plus chaud patate à faire. Et puis Marjorie aussi, elle mourra si décidément, Port-Réal qui est rayé de la carte. Du coup, je sais pas si ça arrivera parce que ça fait quand même beaucoup de persos importants. Ce serait audacieux et vraiment surprenant qu'il le fasse, mais bon, pour le coup, ce serait vraiment surprenant qu'il le fasse. En tout cas, il y aura le procès de Cersei et on la verra mettre à profit son plan qui implique forcément du feu grégeois. Feu grégeois qui, du coup, puisqu'il aura été utilisé pour le procès de Cersei, ne pourra pas être utilisé contre les dragons de Daenerys quand elle arrivera pour conquérir Port-Réal. Je suis en train de perdre ma voix, donc on va abréger. On aura la confrontation entre Davos et Mélisandre, et potentiellement la mort de cette dernière. On aura soit la dernière image, l'image juste avant le générique de fin de l'épisode 10 et donc de la saison. La scène donc juste avant, ça peut en être une sur les deux que je vais vous dire là. C'est soit Daenerys monte dans un bateau et cap sur Westeros, grande musique, fondue au blanc ou au noir, générique de fin. Ou bien, ce sont les marcheurs blancs. Je sais pas trop ce qu'ils feraient, mais en gros, ils s'approcheraient du mur. Et peut-être même s'ils le franchissent à la fin de l'épisode 10, ça veut dire que dès le premier épisode de la saison 7, on attaque avec l'invasion des marcheurs blancs. Quoi. Donc c'est chaud. Non, à mon avis, ils vont pas franchir le mur dès la fin de l'épisode 10, mais en tout cas, ils vont s'en approcher. Peut-être s'arrêter juste au pied du mur et le regarder de manière menaçante, fondu au blanc ou au noir, fin de la saison. Vous voyez, c'est l'une de ces deux scènes, à mon avis, qui finiront la série. Qui finira la série. Et, quatrième point, c'est pas vraiment une prédiction, mais c'est plus une requête, une doléance. J'aimerais voir où en sont Sam et Ver, s'il vous plaît, parce que je trouve que on a terminé un petit peu leur scénario de manière abrupte. Donc j'aimerais bien qu'on ait au moins une petite scène pour voir, pour conclure correctement leur intrigue, pour finir la saison. Voilà. Et sinon, pas besoin de montrer Arya, peut-être montrer le limier, peut-être Dorne, qu'on n'a pas vu depuis la seule fois qu'on l'a montré de la saison. Et puis bon, Myrine, évidemment. Et peut-être Vivzeg, j'en sais rien. Je sais pas. J'ai pas vraiment d'intérêt.
Voilà ce que je peux dire de cet épisode et ce que je peux prédire pour le suivant. Rendez-vous donc vendredi ou samedi, ça dépend de la vitesse à laquelle je monterai l'épisode, pour mon retour sur l'épisode 10 de la saison 6 de Game of Thrones, dernier épisode de la saison, et comme ça on sera complètement à donf pour dimanche soir tard ou lundi matin pour que je regarde l'épisode 1 de la saison 7. D'ici là, prenez soin de vous. À la fois prochaine. Ciao.